Bonjour, je m'appelle Eleanor Kenny, et je suis l'infirmière clinicienne spécialisée en soins palliatifs pour les régions de Fredericton et du Haut-de-la-Vallée. Je préside également le réseau de soins palliatifs d'Horizon, ce qui me permet de collaborer avec les équipes de soins palliatifs de l'ensemble du réseau de santé Horizon. En outre, je participe activement à plusieurs groupes de travail provinciaux sur les soins palliatifs, visant à renforcer les soins palliatifs pour tous les Néo-Brunswickois. Lorsque l'on m'a demandé de créer cette présentation, plusieurs options s'offraient à moi, dont certaines très spécifiques, liées à la gestion des symptômes et aux soins de fin de vie, mais je devais faire le tour de ces idées. J'ai donc repensé à l'époque où j'enseignais à l'Université du Nouveau-Brunswick, et où j'emmenais des étudiants en soins infirmiers dans une unité de soins palliatifs à l'hôpital, dans le cadre de leur expérience en soins aigus. Mes étudiants exprimaient régulièrement certaines choses qui m'ont vraiment aidé à créer les grandes lignes de la présentation d'aujourd'hui. J'avais l'habitude de recevoir des questions telles que « Et si je disais la mauvaise chose? Et si mon patient n'a pas de visiteur? Je ne quitterai pas mon proche. Pourquoi les médecins n'abordent-ils pas tel ou tel symptôme? » Ces questions, combinées au programme utilisé lorsque j'enseigne LEAP, qui signifie les essentiels de l'approche palliative, qui est vraiment la norme pour la formation en soins palliatifs dans tout le pays, m'a aidé à trouver ce que je pense être des éléments fondamentaux, vraiment importants pour vous aider à construire une pratique solide lorsque vous vous occupez de patients en soins palliatifs. Bien que nous nous réunissions aujourd'hui sur une plateforme virtuelle, je voudrais prendre un moment pour reconnaître l'importance des terres sur lesquelles nous habitons et travaillons. Nous reconnaissons donc respectueusement que la terre sur laquelle nous nous réunissons est le territoire traditionnel et non cédé du peuple Wolastoqiyik, dont les ancêtres, ainsi que ceux des nations Mi'kmaq et Passamaquoddy, ont conclu des traités de paix et d'amitié avec la couronne britannique dans les années 1700. Nous nous engageons à établir des relations respectueuses avec les peuples autochtones, nous sommes reconnaissants de vivre et de travailler sur cette terre, et nous nous engageons à en apprendre davantage sur l'histoire et la culture de la nation Wolastoqiyik. Cette présentation comprendra donc 5 sujets assez vastes à considérer. Tout d'abord, nous essaierons de définir les soins palliatifs. Il existe de nombreux mythes autour des soins palliatifs, et la plupart d'entre eux suggèrent qu'il s'agit simplement de soins de fin de vie. J'espère qu'à la fin de la présentation d'aujourd'hui, il sera clair que ce n'est pas le cas. Ensuite, il est important d'examiner comment les expériences passées peuvent façonner vos expériences futures. Nous ferons un bref exercice pour vous aider à comprendre vos propres pensées, valeurs et croyances, et à quel point elles sont essentielles pour garantir qu'elles n'interfèrent pas avec les soins que vous prodiguez. Comme dans tous les domaines des soins aux patients, la sensibilité culturelle est également d'une grande importance. Nous parlerons de certains éléments qui peuvent vous aider à créer une pratique culturellement sûre, en veillant à ce que vos propres préjugés n'interfèrent pas avec les soins prodigués aux patients tout au long de leur parcours dans la maladie. Nous parlerons également du rôle de l'équipe dans la mise en place d'une approche palliative des soins. Enfin, je présenterai un outil qui peut vous aider à aborder les conversations difficiles avec les patients et les familles. Les soins palliatifs peuvent donc aider plus de personnes que vous ne le pensez. Ils peuvent aider les personnes atteintes d'une maladie grave, quel que soit le pronostic. Ils soutiennent les soignants et les familles qui s'occupent d'un proche atteint d'une maladie grave. Ils peuvent également aider les personnes qui vivent un deuil ou une perte. Il s'agit de bien plus que de simples soins de fin de vie. Les soins palliatifs améliorent la qualité de vie et réduisent la souffrance des personnes atteintes d'une maladie limitant l'espérance de vie. Les maladies limitant l'espérance de vie sont des maladies graves, qui peuvent raccourcir la vie et entraîner la mort, et elles ont un impact profond sur la santé et la qualité de vie. La qualité de vie est également un concept très subjectif. Il s'agit de ce que vous définissez comme le bien-être pour vous-même, ce qui inclut votre confort, mais aussi les expériences qui sont importantes pour vous et votre capacité à en profiter. Les soins palliatifs sont des soins globaux. La maladie affecte de nombreux aspects de la vie d'une personne. Les soins palliatifs apportent un soutien à la douleur et aux autres symptômes,
à la santé émotionnelle et mentale, au bien-être spirituel et aux besoins pratiques de la vie quotidienne. Les maladies graves affectent les familles et les autres personnes qui sont importantes pour les patients. Les soins palliatifs aident également les soignants. Si votre maladie entraîne le décès, ils aident aussi vos proches à faire leur deuil. Les soins palliatifs s'appliquent à tous les stades de la maladie, qu'il s'agisse d'un diagnostic de cancer ou d'une maladie non cancéreuse. Ils aident les personnes à vivre le mieux possible tout au long de leur maladie. Plus tôt vous recevrez des soins palliatifs, plus ils pourront vous aider. Les soins palliatifs ne sont pas basés sur le stade de la maladie ni sur un pronostic. Pour certaines personnes, les soins palliatifs sont utiles dès qu'elles découvrent qu'elles sont malades. Vous pouvez recevoir des soins palliatifs tout en recevant d'autres traitements. Les soins palliatifs sont particulièrement utiles lorsqu'une personne vit les dernières années ou les derniers mois de sa vie. Malheureusement, les patients sont parfois très jeunes, et les soins palliatifs s'appliquent également à eux. Les soins de fin de vie ne constituent qu'une petite partie des soins palliatifs. J'aimerais maintenant vous raconter une courte histoire sur la façon dont mes expériences passées ont façonné les années suivantes de ma pratique d'infirmière. Au début des années 2000, j'étais infirmière dans un service de médecine interne où l'on soignait notamment des patients en oncologie. Juste après le dîner, j'ai reçu une admission dans l'une des chambres privées de mon affectation. Jim était un homme d'une 60aine d'années qui venait de recevoir son premier traitement pour un cancer du poumon métastatique. Il était accompagné de sa femme et, lorsque j'ai regardé en arrière, il était évident que ce couple était complètement dépassé par son état de santé. Son cancer avait été diagnostiqué le mois dernier, il était mécanicien et envisageait de prendre sa retraite dans les 2 prochaines années. Sa femme venait de prendre sa retraite d'un poste au sein du gouvernement provincial. Et ils avaient 2 filles qui vivaient toutes les 2 en dehors de la province. Ils ne s'attendaient absolument pas à se retrouver à ce stade de leur vie, à se battre littéralement pour la vie de Jim. Il est inhabituel d'être admis pour une première série de chimiothérapie, mais Jim était très maigre et assez fragile. Il se sentait mal depuis plusieurs mois avant le diagnostic, mais il n'était pas du genre à se plaindre et n'avait pas demandé l'avis de son médecin traitant. La tumeur de Jim était très agressive et située très près de la veine cave supérieure. Son pronostic, même avec un traitement, était de l'ordre de quelques mois. Cependant, Jim n'était pas conscient de son pronostic et il était en code complet. Je ne porte pas de jugement, mais il me semble que l'oncologue n'a pas été franc et honnête avec Jim. Au premier coup d'œil, j'ai compris que je ne serais pas surpris si Jim mourait dans les 6 mois à venir. Alors que je finissais d'établir son dossier d'admission, Jim a fait remarquer qu'il se sentait un peu nauséeux. J'ai quitté la chambre à la recherche d'un antiémétique et d'une cuvette haricots. En arrivant à la réception, sa sonnette d'appel a retenti et j'ai remarqué que sa femme arrivait dans le couloir. Jim veut aller aux toilettes, il va être malade. J'ai abandonné ma recherche d'un antiémétique et je suis retournée dans la chambre où j'ai trouvé Jim qui se dirigeait déjà vers les toilettes avec sa potence pour IV. Au moment où je l'ai installé sur la toilette, il a vomi pour la première fois une grande quantité de sang rouge vif, et ça n'arrêtait pas. Il a craché et vomi du sang encore, et encore. Je n'oublierai jamais l'expression de peur dans ses yeux, ni la terreur sur le visage de sa femme qui se tenait à l'entrée de la pièce et regardait ce qui se passait. Je me sentais impuissant et horrifié. J'ai sonné la cloche de la salle de bain et mes collègues ont appelé un code. Il respirait encore, mais il était évident que ce ne serait plus le cas très longtemps. Je suis resté à côté de Jim dans la salle de bain pendant qu'il était assis sur la toilette. Tout ce que je pouvais faire c'était de lui frotter le dos. Il m'a demandé de l'aider encore, et encore, mais tout ce que j'ai pu faire, c'est le rassurer faussement en lui disant que tout allait bien se passer. Comme d'habitude, l'équipe de secours est arrivée en un clin d'œil et nous avons réussi à mettre Jim dans le lit. Une fois que le médecin traitant a entendu l'histoire, il a immédiatement arrêté le code, et Jim a été déclaré mort. Mes collègues ont nettoyé Jim, et j'ai offert mon soutien à sa femme en attendant l'arrivée de la travailleuse sociale. Nous l'avons aidé à appeler ses filles,
et lui avons permis de passer un peu de temps avec Jim, qui avait l'air apaisé à ce moment-là. Cette expérience a donc eu un impact considérable sur ma façon de pratiquer une fois que j'ai assumé mon rôle d'infirmière clinicienne spécialisée. Avant cela, j'étais éducatrice, et cela a également influencé mon parcours. Je pense qu'elle m'a rendue plus empathique, définitivement plus engagée dans la poursuite de conversations difficiles, et dans la défense d'une communication honnête avec les patients et les familles. Je trouve extrêmement gratifiant le travail avec les patients qui cherchent à améliorer leur qualité de vie en gérant leurs symptômes. Je me sens également responsable, en tant qu'infirmière clinicienne spécialisée, du développement de programmes et de politiques qui auront un impact positif sur l'expérience du patient et de sa famille. Cette expérience aurait donc certainement pu avoir des conséquences plus négatives. Souvent, nos expériences nous amènent à vouloir éviter certaines situations. Peut-être traitons-nous trop ou pas assez les patients après avoir eu des difficultés à gérer leurs symptômes. Peut-être que, sur la base de notre expérience, nous donnons de faux espoirs. Peut-être que notre expérience a été si riche en émotions que nous nous sentons épuisés. Comme vous pouvez le constater, vos expériences peuvent avoir un impact considérable sur votre pratique. Je vais maintenant vous demander de participer à un petit exercice de réflexion. Je vais donc vous inviter à prendre quelques minutes pour réfléchir à l'une de vos propres expériences, une expérience de votre choix. Installez-vous confortablement, fermez les yeux si vous le souhaitez, respirez profondément et détendez-vous. Je vais vous demander de vous rappeler une expérience que vous avez peut-être eue, avec une personne atteinte d'une maladie limitant l'espérance de vie, ou peut-être avec une personne en fin de vie. Il peut s'agir d'un patient, mais aussi d'un membre de la famille ou d'un ami. N'oubliez pas que les réflexions peuvent parfois susciter des émotions fortes. Je ne veux donc pas que vous soyez surpris si cet exercice vous rend un peu émotif. Lorsque vous réfléchissez à votre expérience, visualisez-la et demandez-vous, qu'est-ce que j'ai ressenti? Comment je pense que l'autre personne s'est sentie? Qu'est-ce qui m'a fait ressentir ce que j'ai ressenti? Comment cela m'a-t-il affecté? Et comment cela a-t-il influencé ma pratique, dans la manière dont je m'occupe des personnes dans des situations similaires? Je vais mettre en marche mon chronomètre pour 1 minute, et nous allons rester assis en silence pendant que vous réfléchissez à votre situation. J'espère que cela vous a donné l'occasion de réfléchir à un patient qui a peut-être influencé la façon dont vous vous occupez de tous vos patients aujourd'hui. La réflexion. Et je n'arrive pas à croire que je dise ceci, parce qu'en tant qu'étudiante en soins infirmiers, ce fut toujours le fléau de mon existence lorsqu'on me demandait de réfléchir, parce qu'il semble qu'on nous demande de le faire si souvent pendant nos études. Mais je comprends maintenant le pouvoir de la réflexion et son importance. La réflexion peut donc conduire à une meilleure connaissance de soi. La connaissance de soi vous aide à devenir un prestataire de soins plus efficace. Elle vous aide à être plus compatissant et empathique, à rester impartial et objectif, à mieux écouter et à mieux répondre aux histoires et aux expériences des patients, et elle nous cause moins de tort à nous-mêmes. La conscience de soi influence la façon dont nous abordons ou parfois n'abordons pas les patients et les familles, et la façon dont nous interprétons et réagissons à leur histoire. Elle affecte réellement notre propre bien-être. Il est important d'être conscient de nos propres sentiments,
et d'essayer de comprendre ce qui les motive. Quelles sont nos propres peurs? Qu'est-ce qui donne un sens à notre vie? Certaines situations peuvent nous rappeler nos propres souffrances, passées ou présentes. Elles nous rappellent peut-être notre propre mortalité, et nous devenons craintifs. Des études ont montré que la conscience de soi nous aide à maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui est lié à la résilience. D'autres facteurs liés à la résilience sont le rire, l'humour, l'autoréflexion, la perspicacité, la spiritualité et les croyances, ainsi que l'identité professionnelle. La conscience de soi nous aide à reconnaître nos préjugés et, à ce titre, nous permet d'apprendre la technique de la mise entre parenthèses. Cette technique reconnaît nos préjugés, nos hypothèses, nos attitudes, nos croyances et nos valeurs, et nous permet de les mettre intentionnellement de côté, lorsque nous interagissons avec les patients. Il s'agit d'une dernière histoire très courte, que je souhaite partager avant de passer à la partie suivante de la présentation. J'aime l'intituler « Faites une plus petite ondulation dans l'énergie de la salle », et je pense que vous comprendrez pourquoi, lorsque j'arriverai à la fin de l'histoire. En tant qu'infirmière, nous nous laissons souvent surprendre par la nécessité de compléter les choses sur nos listes. Nous sommes pressés de faire tout ce qui est nécessaire au bon déroulement de notre quart de travail. Cette précipitation a été portée à l'attention d'une infirmière, après qu'elle a fait irruption dans la chambre d'un patient et s'est empressée de prendre les signes vitaux et de poser toutes les questions d'évaluation importantes. La fille du patient a attiré l'attention de l'infirmière sur le fait qu'à l'approche de la fin de la vie, il est important qu'il y ait du calme et de la tranquillité, pour que les ancêtres puissent venir accompagner leur esprit de l'autre côté. Cela faisait donc partie de la compréhension culturelle des patients, c'était ce qui était important pour eux. Par la suite, l'infirmière a réfléchi à son comportement et à sa façon d'aborder les patients, et elle est devenue plus intentionnelle dans sa pratique. Désormais, avant d'entrer dans la chambre d'un patient, elle s'arrête et prend un moment, avant d'entrer tranquillement dans la pièce. C'est comme si elle laissait le chaos de sa journée à la porte. Elle fait une pause, et prête attention à ce qui se passe dans la pièce. Elle a suivi le conseil de la fille, et maintenant elle fait une plus petite ondulation dans l'énergie de la pièce. J'aime partager cette histoire, car je trouve que c'est un message très puissant dont nous pouvons nous inspirer, dans une profession qui peut devenir très axée sur la tâche. Nous allons maintenant réfléchir un peu à la culture. Je pense que la culture a longtemps été mal comprise, un peu comme les soins palliatifs eux-mêmes. Elle est généralement assimilée à la race et parfois à la religion. Divulgation complète. Je n'arrivais pas à trouver une façon succincte de décrire la culture du Nouveau-Brunswick. J'ai donc demandé à l'IA et on m'a donné la description suivante. La culture du Nouveau-Brunswick est un mélange distinctif d'influences acadiennes, anglophones, indigènes et immigrantes, façonnée par son bilinguisme, son patrimoine rural, et ses profondes racines historiques. En tant que la seule province officiellement bilingue du Canada, elle reconnaît l'anglais et le français à égalité, avec de fortes traditions acadiennes dans le nord et l'est, et des influences loyalistes britanniques dans le sud et l'ouest. Les nations Mi'kmaq et Wolastoq apportent des traditions culturelles et spirituelles vitales, de plus en plus reconnues dans l'identité de la province. La vie rurale se définit par la pêche, la sylviculture, l'agriculture et les liens communautaires, qui se reflètent dans les contes, la musique et la cuisine locaux. Les nouveaux arrivants d'Asie, d'Afrique et du Moyen-Orient enrichissent également la vie culturelle urbaine. Dans l'ensemble, la culture du Nouveau-Brunswick est une tapisserie dynamique de patrimoine, de résilience et de diversité croissante. Je ne suis pas très douée pour les réponses courtes, mais le message que j'essaie de faire passer est que la culture est complexe, et qu'il serait impossible pour chacun d'entre nous de tout savoir sur la culture d'une autre personne, et personne ne s'attend à ce que ce soit le cas. Si vous réfléchissez à la définition de la culture au Nouveau-Brunswick, et à la façon dont les familles s'entremêlent, vous pouvez voir que des éléments de culture traditionnelle se mélangent à de nouvelles cultures, et c'est donc très complexe.
Je vous recommande d'essayer d'adopter l'habitude d'apprendre à connaître votre patient à un niveau profondément personnel. Demandez-lui s'il y a des traditions, ou des choses non traditionnelles, que vous aimeriez faire à l'approche de la fin de votre vie, des cérémonies, des rituels, des traditions familiales. Ne présumez pas, par exemple, que parce que votre patient a des racines indigènes, il aura besoin d'une séance de purification. Les patients peuvent être spirituels ou religieux, ou les deux. S'ils sont religieux, il existe de nombreuses variations entre les religions et vous n'avez pas à les connaître toutes. Là encore, vous pouvez poser des questions à ce sujet. Le deuil présente également des différences culturelles. Chacun vit son deuil à sa manière, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. J'ai récemment assisté à une présentation, et l'un des messages les plus poignants que j'en ai retiré est que je ne suis pas vous, et que vous n'êtes pas moi. Nous vivons toutes les choses différemment, et nous devons donc vraiment comprendre que chacun a une façon différente d'aborder les choses, et la meilleure façon de le comprendre est de demander aux gens de la partager avec vous. Prenons maintenant un instant d'en apprendre un peu plus sur Gina. Gina a 34 ans. Elle souffre d'asthme depuis son enfance, et on lui a récemment diagnostiqué une MPOC. En regardant cette photo et le peu que vous savez de Gina, comment vous occuperiez-vous d'elle? Et quels sont les éléments qui influencent vos pensées et vos sentiments à son égard? Pour moi, on dirait que Gina fume. Cela me fait penser que c'est de sa faute si elle est atteinte de MPOC. Elle savait déjà qu'elle avait de l'asthme. Pourquoi aurait-elle fumé, ce qui n'est évidemment pas bon pour sa fonction respiratoire? Quelqu'un a-t-il pensé? Je me demande pourquoi elle fume alors qu'elle souffre d'asthme depuis son enfance. Est-elle responsable de son propre destin? C'est l'un des moments où je dois me rappeler que je ne suis pas elle, que je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans la vie de Gina. La seule chose que je sais de Gina, c'est son âge et le fait qu'elle souffre d'asthme depuis son enfance. Je ne sais pas à quel point cet asthme était sévère. Je ne sais pas quelle est sa situation sociale. Je ne sais pas quels sont ses mécanismes d'adaptation. En fait, je ne sais rien de Gina. Mais je sais que parfois, nous ne pouvons pas nous empêcher de penser et de ressentir. Parfois, nous nous disons « Elle était peut-être fumeuse, et ne mérite donc pas les mêmes soins qu'une personne qui a contracté une MPOC et qui n'était pas fumeuse. » Je pense que la question du fumage informe notre plan de soins. Nous devons donc penser à des choses comme les substituts nicotiniques. Nous devons fournir des informations sur l'impact du fumage sur son état. Mais cela ne devrait pas vraiment avoir d'impact sur les soins que nous fournissons. Je vais vous demander ceci. J'ai suggéré que Gina fumait, mais est-ce que quelqu'un a pensé qu'il s'agissait peut-être d'une fumée? Et si c'est effectivement ce qui se passe, et qu'elle participe à une cérémonie de purification? Cela vous fait-il changer d'avis à son sujet? Encore une fois, aucune de ces questions n'a de réponse. Il s'agit de choses auxquelles nous devons simplement réfléchir, et je voulais faire un simple exercice pour vous amener à réfléchir à vos préjugés, à vos jugements, à vos valeurs et à vos croyances, et vous indiquer un moment où la pratique de la mise entre parenthèses serait très efficace. Donc, indépendamment de ce que vous pensez de cette situation, de ce qu'elle fait, de pourquoi elle le fait, vous devez mettre toutes ces choses entre parenthèses, et les mettre de côté pendant que vous prodiguez des soins à cette patiente, sans porter de jugement. Je pense qu'à présent, vous devriez comprendre qu'il est très important d'être conscient de certaines choses à propos de soi-même, lorsque l'on s'occupe de patients en phase palliative. Je dirais même pour tous les patients, et pas seulement pour les patients en phase palliative. Je vais donc faire un saut dans le temps, ou peut-être un rappel de ce que nous avons défini plus tôt comme des soins palliatifs. Les soins palliatifs ne sont pas un lieu ou un diagnostic, et ce ne sont pas seulement des soins de fin de vie. Il faut se demander, à qui incombe exactement la responsabilité des soins palliatifs? S'agit-il du médecin de famille, de l'oncologue, du cardiologue, du néphrologue, de l'infirmière, de la travailleuse sociale, des spécialistes des soins palliatifs? Les prochaines diapositives nous aideront, je l'espère, à répondre à cette question.
Passons en revue un peu de théorie concernant les soins palliatifs. Nous allons examiner les trajectoires de la maladie au cours desquelles les soins palliatifs devraient, ou pourraient être introduits, ainsi que les personnes qui les reçoivent et la manière dont ils sont introduits. La plupart des gens savent donc qu'ils vont mourir parce qu'ils sont atteints d'une maladie. Seuls 10% des décès dans ce pays sont soudains ou inattendus. Les 90% restants ont une certaine idée du fait qu'ils sont atteints d'une maladie qui a une forte probabilité de mettre fin à leur vie. La ligne bleue foncée sur ce graphique représente donc la trajectoire du cancer. Les patients atteints de cancer suivent une trajectoire plus prévisible que la plupart des autres maladies diagnostiquées, avec un déclin progressif de l'état fonctionnel et un déclin plus rapide au cours des dernières semaines. L'insuffisance organique est représentée par la ligne rouge et, comme vous pouvez le voir, elle suit un déclin beaucoup plus irrégulier. Il s'agit donc d'affections telles que les maladies pulmonaires chroniques, les maladies cardiaques comme l'insuffisance cardiaque congestive, les maladies hépatiques, les maladies rénales chroniques, les maladies neurologiques générales comme les maladies du motoneurone, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Dans ces situations, le patient connaît un déclin progressif pendant des mois, voire des années, à partir du moment du diagnostic, y compris lorsqu'il y a des signes de progression de la maladie. Ce déclin est ponctué de crises occasionnelles qui réduisent le niveau de fonctionnement, par exemple une pneumonie chez un patient atteint d'une MPOC avancée, ou une fibrillation auriculaire chez un patient souffrant d'insuffisance cardiaque. Le traitement aide à gérer la maladie, mais la personne ne retrouve pas nécessairement son niveau de fonctionnement antérieur. C'était donc la ligne rouge. La ligne verte représente le parcours de la démence ou de la fragilité. Le pronostic est particulièrement difficile à établir, car l'évolution de la maladie est très longue. Vous pouvez constater qu'il y a des épisodes occasionnels de décompensation, mais ils ne sont souvent pas aussi prononcés que dans le cas d'une défaillance terminale d'un organe. Les soins palliatifs sont donc l'affaire de tous. Les soins palliatifs, comme je l'ai décrit précédemment, sont des soins interdisciplinaires et ils sont basés sur l'ensemble du cercle de soins du patient. Il est inapproprié et absolument impossible que tous les soins palliatifs soient dirigés par des équipes spécialisées en soins palliatifs. Il faut que tous les cliniciens partagent la responsabilité. Sur cette diapositive, il s'agit d'une pyramide fréquemment utilisée dans le monde des soins palliatifs, qui illustre ce que je viens de dire avec des mots. Et tout en bas, vous pouvez voir qu'il ne s'agit pas seulement de soins hospitaliers, mais aussi de soins communautaires, de soins de longue durée, quel que soit l'endroit où se trouve le patient. L'implication de l'ensemble de l'équipe soignante est toujours nécessaire. J'espère qu'il devient clair que les soins palliatifs ne sont pas un lieu, ni un diagnostic, ni un interrupteur qui s'allume pour indiquer que le patient est désormais en phase palliative. Il s'agit plutôt d'une philosophie ou d'une approche des soins. Les soins palliatifs précoces se heurtent parfois à une certaine résistance pour toutes les raisons que nous avons évoquées plus tôt dans la présentation. De nombreuses personnes assimilent les soins palliatifs aux soins de fin de vie. Le mot a une connotation négative pour les patients, les familles et même certains prestataires de soins de santé. Dans une étude publiée dans le journal de l'Association médicale canadienne, elle souligne que cette perception erronée fait manquer aux patients des occasions de bénéficier de cette approche, qui n'est en fait que de bons soins. D'un point de vue personnel, j'ai toujours trouvé que les soins palliatifs me permettaient de pratiquer les soins infirmiers comme on me l'a appris à l'école. Il s'agit de soins presque idéalistes, de soins holistiques centrés sur le patient et sa famille, où je peux répondre aux besoins fondamentaux du patient, à ses besoins en matière de gestion des symptômes, et passer du temps à apprendre à connaître le patient et sa famille, ce qui me permet de répondre également à bon nombre de leurs besoins psychosociaux. L'étude se poursuit et révèle que, par rapport aux patients orientés tardivement vers les soins palliatifs, les patients orientés précocement vers les soins palliatifs souffrent moins de dépression et d'anxiété, ont une meilleure qualité de vie et peuvent survivre jusqu'à 3 mois de plus,
ce qui ne semble pas très long. Mais lorsque votre mort est prévisible et que vous avez 3 mois de plus, c'est une éternité. Nous n'hésitons pas à utiliser le terme « palliatif » et, à vrai dire, il nous arrive d'ajouter le terme « de soutien », car les soins palliatifs de soutien peuvent être prodigués parallèlement à des traitements visant à prolonger la vie ou à cibler la maladie. Il ne s'agit jamais d'une décision, soit l'un, soit l'autre. Les patients et les familles peuvent suivre 2 voies en même temps, comme le montre le graphique du haut de cette diapositive, où l'on voit que les traitements curatifs et de prolongation de la vie jouent d'abord un rôle important, tandis que les soins palliatifs n'ont qu'un rôle minime. La situation évolue ensuite au fur et à mesure que les personnes progressent dans le continuum de la maladie. Je suggère donc d'utiliser la question surprise, qui est un outil simple pour déterminer si les patients pourraient bénéficier de soins palliatifs. Lorsqu'une maladie grave ou limitant l'espérance de vie est diagnostiquée chez un patient, posez-vous la question de la surprise. Serais-je surpris que le patient meure au cours de l'année à venir? Si la réponse est non, je ne serais pas surpris. Le moment est venu de mettre en place une approche palliative des soins. Parlons donc un peu de ce à quoi ressemble une approche palliative des soins. Je ne saurais trop insister sur le fait qu'il s'agit d'excellents soins aux patients. Point final. La mise en place d'une approche palliative ressemble beaucoup au processus de soins infirmiers, qui comporte 4 étapes simples: identifier, évaluer, planifier et gérer. Nous allons identifier les patients à l'aide de la question de surprise. Cette question n'a pas pour but de faire un pronostic ou de prédire l'espérance de vie, mais d'émettre une hypothèse éclairée pour déclencher certains aspects importants d'un plan de soins qui intègre une approche palliative. Si la réponse à la question est négative, une approche palliative doit être mise en œuvre. La situation du patient et les objectifs de soins doivent être réexaminés, les symptômes et les autres besoins identifiés, et un plan de soins avancé doit être mis en place si cela n'a pas encore été fait. Cette diapositive présente donc une image abrégée du cadre des normes d'excellence qui peut être utilisée pour aider à déterminer votre surprise lorsque vous utilisez la question de la surprise. L'image présente une version partielle qui couvre le cancer, les maladies neurologiques, rénales et respiratoires, mais il existe également des indicateurs spécifiques pour les maladies pulmonaires et la démence. Vous verrez aussi des indicateurs généraux de déclin sur la gauche de l'image. La question de surprise n'est pas non plus conçue comme un outil d'orientation vers des soins spécialisés. Elle ne suggère pas non plus que les soins palliatifs se limitent à la dernière année de vie. Elle vise simplement à déclencher plutôt l'approche palliative. Je ne suggère pas à toutes les IAA de commencer à dire aux patients que leur espérance de vie est limitée, mais il y a certainement des aspects de votre plan de soins qui peuvent tenir compte des réalités que vous avez identifiées. Je vais passer maintenant à l'évaluation. Il s'agit d'évaluer la compréhension de la maladie et les besoins d'information, d'évaluer les symptômes, les besoins psychosociaux et spirituels, d'évaluer la qualité de vie et les valeurs, les souhaits et les préférences. Vous passerez ensuite à la planification. Il faut donc planifier les soins avancés, les objectifs de soins, les plans de traitement, les relier aux ressources et aux autres prestataires de soins, et se préparer aux situations d'urgence. Ensuite, lorsque nous pensons à la prise en charge, nous gérons les symptômes, les besoins psychosociaux et spirituels. Nous avons des conversations essentielles avec les patients et nous les orientons vers une assistance si nécessaire. Il n'y a pas d'urgence à faire tout cela en même temps. Il suffit de diviser les choses en plusieurs parties et de s'y attaquer. Les soignants consciencieux et rigoureux font beaucoup de ces choses pour tous les patients, qu'ils mettent ou non en œuvre une approche palliative. Les conversations essentielles sont donc le dernier sujet que nous allons aborder. Je tiens à ce que les gens sachent qu'il n'y a pas de mauvaises choses à dire. Ce qui peut être utile, c'est de comprendre qu'en général, les patients atteints d'une maladie limitant l'espérance de vie veulent les choses suivantes. Ils veulent une prise en charge adéquate de la douleur et des symptômes.
Ils veulent éviter une prolongation inappropriée de la mort. Ils veulent avoir le sentiment de contrôler la situation. Ils ne veulent pas avoir l'impression d'être un fardeau. Et ils veulent renforcer les relations avec leurs proches. Une étude menée par Eland et Hall a demandé à un grand nombre de patients canadiens en fin de vie ce qui leur importait le plus. Ces informations peuvent vous aider à soigner les patients, à mener des discussions difficiles ou à prendre des décisions. Il se peut que cela ne soit pas vrai pour chaque personne, car il est important de se rappeler que chaque plan de soins est individuel, mais de nombreuses familles s'identifieront à cette question. Ce qui compte le plus: d'avoir confiance en leurs prestataires de soins de santé. Ne pas être maintenu en vie sous assistance respiratoire lorsqu'il y a peu d'espoir d'une guérison significative. Recevoir une communication honnête sur la maladie. D'achever les choses et de se préparer à la fin de la vie, des choses comme le réexamen de la vie, la résolution des conflits, et les adieux. Et finalement, ils ne veulent pas être un fardeau physique ou émotionnel pour leur famille. Je vais revenir à la première chose que j'ai énumérée: à avoir confiance dans les prestataires de soins de santé. Traiter les patients avec dignité et respect contribue à instaurer la confiance. Pour déterminer si les patients sont traités avec dignité et respect, ils se posent les questions suivantes. Sachant qu'ils se les posent, nous nous efforçons de répondre par l'affirmative à la plupart d'entre elles. Les questions sont donc les suivantes. Est-ce que je reçois de l'aide quand je la demande? Les prestataires de soins se soucient-ils de moi, en plus de s'occuper de moi? Les prestataires de soins sont-ils courtois et respectueux? Est-ce que je me sens valorisé en tant qu'individu? Est-ce que ma famille et moi-même sommes impliqués dans les décisions concernant mes soins et mon traitement? Est-ce qu'on m'aide à manger et à boire quand j'en ai besoin? Est-ce que je suis soulagé de la douleur quand j'en ai besoin? Mes besoins en matière d'hygiène et de continence sont-ils satisfaits? Est-ce que je me sens en sécurité? Le personnel soignant remarque-t-il que je suis contrarié ou en détresse? Pensez-vous à lorsque vous vous occupez de vos patients, afin d'établir avec eux des relations de confiance solides. J'ai un petit lien au bas de cette diapositive, qui renvoie à un outil appelé « Guide de conversation sur les maladies graves », qui est une excellente ressource pour vous guider dans certaines conversations difficiles. Voici donc à quoi ressemble le guide. Une communication ouverte et honnête, qui répond directement aux questions des patients, est extrêmement importante. Je ne veux pas dire par là que c'est au personnel infirmier d'annoncer toutes les mauvaises nouvelles et de toujours insister sur la nature palliative de la maladie du patient. Je pense que toute l'équipe soignante a un rôle à jouer à cet égard. Les médecins annoncent les mauvaises nouvelles fondées sur les résultats des tests de laboratoire et de diagnostic. Et nous, les autres membres de l'équipe interdisciplinaire, sommes là pour clarifier et soutenir le patient pendant qu'il traite cette information. Voici donc quelques conseils finaux et des points à prendre en compte. En général, et cela ne fait pas explicitement partie de ce que j'ai présenté, je suggérerais que chacun crée des habitudes qui l'aident à réfléchir sur sa pratique, à demander un retour d'information et à ne jamais avoir peur d'essayer de nouvelles choses. En ce qui concerne les soins palliatifs, il ne s'agit pas seulement de soins de fin de vie, mais d'une approche holistique centrée sur le patient et la famille, qui soutient les patients et les familles tout au long du parcours de la maladie. Nous portons en nous des expériences passées, des préjugés et des perceptions erronées qui influent sur les soins qui nous sont prodigués et sur notre propre bien-être. La culture est complexe et ne se résume pas à la race ou à la religion. Prenez le temps de poser des questions et de vous renseigner sur la culture unique de chaque personne. Les soins palliatifs sont l'affaire de tous. La mise en œuvre précoce d'une approche palliative des soins permet de réduire la dépression et l'anxiété et d'améliorer la qualité de vie. La question de surprise est un outil utile pour savoir quand entamer une démarche palliative. Et finalement, utilisez le guide de conversation sur les maladies graves pour vous aider à aborder les conversations importantes. Je vous remercie de m'avoir donné l'occasion de partager ces informations avec vous aujourd'hui.
Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me contacter à tout moment. Je m'engage totalement à faire connaître les soins palliatifs, dans le but de garantir que les patients reçoivent les meilleurs soins possibles où qu'ils se trouvent. Bonne semaine des infirmières et infirmiers à toutes et à tous.